Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Astroval, l'association d'astronomie de la vallée de Joux. Ok, merci. Bonne conférence. Merci. Bonne conférence. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est, oserais-je dire, un tout petit peu difficile. Aïe, non, ne commencez pas à dire aïe dès le départ. Difficile, pas dans le sens difficile à comprendre, difficile dans le sens où on n'a pas l'habitude de parler de ce concept-là, bien que le mot tout le monde connaît, le potentiel, tout le monde connaît le potentiel. On parle du potentiel, on parle en ce moment du potentiel de guerre, on parle du potentiel de nos hommes politiques qui est plus ou moins variable et qui ondule régulièrement. On parle de potentiel en physique, on parle de potentiel chimique, on parle de beaucoup de choses. Le potentiel, tout le monde connaît. Alors, je vais vous parler justement du potentiel d'énergie, du potentiel énergétique. Et vous allez voir que, en fait, on se fourvoie très souvent dans la définition de ce mot. Et c'est encore une fois une source d'illusion, une source d'apparence. Mais que le potentiel, c'est quelque chose d'en fait très compliqué et qui a été inventé, c'est une invention ad hoc qui a été créée uniquement pour masquer une question à laquelle on ne sait toujours pas répondre. Oui, comme vous dites. Alors, hop. On va commencer par définir le potentiel. Alors, le potentiel, du point de vue de la physique, c'est une énergie, c'est une des parties de l'énergie. Et l'énergie en physique, on peut la décomposer sous deux parties bien définies. Une partie qu'on appelle l'énergie cinétique, qui traduit le mouvement, c'est l'énergie du mouvement, l'énergie de la dynamique. Et l'énergie potentielle, c'est ce qui reste pour avoir une grandeur globale que l'on dit se conserver dans le temps. Donc on dit que l'énergie se conserve dans un système fermé, bien sûr, dans un système fermé, l'énergie se conserve, mais pour que l'énergie se conserve, il faut que l'on rajoute à l'énergie cinétique quelque chose d'autre que l'on a appelé énergie potentielle. Alors on va voir un peu plus loin et un peu plus en détail comment ce terme, ce concept est arrivé. Maintenant, si on veut définir cette énergie potentielle, c'est en fait extrêmement compliqué. Parce que tout le monde sait qu'on va dire oui, l'énergie potentielle, je sais ce que c'est un corps qui tombe en chute libre, oui. Mais si on essaye de donner une définition précise, là, maintenant, tout de suite, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il n'y a pas de mots, on n'a pas le sens précis de l'énergie potentielle. Alors, pour essayer de caractériser cette énergie potentielle et pour essayer d'arriver à la conclusion de la science moderne que l'énergie potentielle, en fait, c'est une forme d'énergie substantielle et qui a quelque chose à voir avec le vide, quel que soit le domaine de la science dans lequel on la considère, que ce soit la chimie, la physique, l'astrophysique ou tout ce que vous voulez, on va s'appuyer sur trois théories physiques et on va essayer de prendre des exemples et essayer de comprendre à partir d'exemples comment ça marche et surtout comment ce concept d'énergie potentielle est arrivé. Alors, ces trois théories, c'est la mécanique classique, celle de Newton, la mécanique relativiste, la version améliorée et modifiée d'Einstein, et l'électromagnétisme qui a été modélisé par Maxwell à la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Prenons l'énergie mécanique classique. Là, je vous ai montré une photo. C'est un barrage. Donc, vous avez de l'eau qui est à une certaine hauteur. Et dans ce barrage, on peut faire tomber de l'eau. Là, c'est une belle chute d'eau. J'ai pris parce que c'est le côté artistique, je n'ai pas pu résister. Mais normalement, si on voulait être un peu plus utilitaire, on aurait remplacé cette belle chute d'eau par des turbines avec des alternateurs qui vont fabriquer l'électricité.
Quel est le principe utilisé? Le principe utilisé, c'est de dire que de l'eau qui est en altitude, elle va être soumise à l'attraction terrestre, à la gravitation, qui va faire tomber l'eau. Or, cette eau, elle a une masse. Cette masse qui tombe va dégager de l'énergie. Elle va transformer son énergie potentielle, c'est-à-dire son énergie d'eau à une certaine hauteur qui va passer au même volume d'eau, mais à une hauteur plus faible par rapport au sol. Et cette énergie des différences d'énergie de niveau va être transformée en passant dans les turbines sous forme de courant électrique. Donc, on dit que le lac, un lac, c'est un réservoir d'énergie potentielle hydroélectrique. Et si on a une certaine quantité, on peut calculer la quantité d'eau, donc la masse d'eau globale, par la hauteur de la chute possible de ce barrage, et on a à ce moment-là l'équivalent énergétique de cette réserve d'énergie. Donc, on dit bien que à ce moment-là, on a une forme d'énergie potentielle. Mais cette forme d'énergie potentielle, on va dire, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui obéit à la gravitation terrestre. Alors, la gravitation terrestre, pour Newton, c'était une force d'attraction. N'oublions pas ça. Alors que dans la relativité, c'est simplement une courbure de l'espace-temps, et cette eau, en fait, elle va dévaler cette courbure de l'espace-temps. Elle ne va pas la dévaler parce qu'elle est attirée par quelque chose d'autre. Simplement, cette courbure de l'espace-temps, c'est une variation d'énergie. L'énergie, quand on est en haut, quand on est sur la partie non courbée de l'espace-temps, on est à une énergie plus haute que dans les creux, entre guillemets, d'énergie de la courbure, où là, ça correspond à une énergie plus faible. Ce qui veut bien dire entre les deux, d'ailleurs, que le vide, loin de la Terre, loin de toute planète, il est à un certain niveau d'énergie, et qu'il y a bien une différence d'énergie lorsqu'on se rapproche de l'étoile, d'une planète, etc. Donc, c'est encore une preuve supplémentaire pour montrer que le vide est bien quelque chose à la fois de substantiel, comme l'a montré Einstein, mais qu'en même temps, c'est une substance énergétique. Vous allez dire qu'est-ce que c'est que cette énergie? On va y revenir. Toute la question, c'est ça. Et malheureusement, je n'apporterai pas de réponse à la fin, parce qu'on ne sait pas. Mais bon. Maintenant, prenons l'énergie électrique. Prenons une pile. Une pile, aux bornes de cette pile, si l'on branche une ampoule, cette ampoule, normalement, va s'allumer. Enfin, si la pile est en bon état, l'ampoule va s'allumer. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si la lampe s'allume, c'est que l'on crée un courant d'électrons. Donc, il y a un flux d'électrons qui va passer d'une borne de la pile à l'autre bord de la pile. D'où vient ce flux d'électrons? Ce flux d'électrons, il vient d'un certain nombre de corps chimiques qui sont des deux côtés différents, aux deux pôles de la pile. Et si on établit le circuit, ça permet simplement d'établir une réaction chimique qui nécessite un transport d'électrons d'une des bornes vers l'autre borne. Et ça donne lieu à ce qu'on appelle des phénomènes d'oxydation ou d'oxydoréduction qui font qu'un certain nombre d'électrons vont passer d'une borne vers l'autre et donc créer un courant électrique. Mais le passage de ce courant électrique, ce déplacement, c'est un mouvement de charge, et un mouvement de charge, comme un mouvement de masse pour l'eau, c'est pareil, c'est de l'énergie qui va être transportée d'un point A vers un point B. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre dans cette histoire-là, parce qu'on dit qu'aux bornes d'une pile, oui, justement, si, il y a un électron à une masse. L'électron a une masse, mais il y a quelque chose quand même d'un peu bizarre, parce que l'énergie électrique, ce n'est pas la masse de l'électron qui va donner cette énergie électrique, c'est la charge électrique. Or, la charge électrique par elle-même, elle ne transporte pas d'énergie. Mais pourtant, quand on met une pile au bord, enfin une ampoule au bord d'une pile, on voit bien que l'ampoule s'allume. Donc, il y a bien consommation d'énergie, il y a bien transfert d'énergie entre la pile d'un côté et l'ampoule de l'autre. Or, les électrons qui se déplacent, ce n'est pas le déplacement des électrons qui peut créer de l'énergie, parce que le déplacement des électrons,
il est tellement faible qu'effectivement, ça ne pourrait pas allumer une lampe. D'où vient cette énergie? Eh bien, cette énergie, c'est une énergie qui est empruntée au vide, qui est prise par le potentiel chimique dans les produits chimiques qui se trouvent dans la pile, qui va être transférée d'un pôle à l'autre en empruntant comme support de transport le vide. Pourquoi le vide? Parce qu'un électron qui va se déplacer dans le fil électrique, donc dans le vide quand même, parce que dans le fil électrique, il y a entre les noyaux et les électrons, il y a du vide. Eh bien, ces électrons, lorsqu'ils vont se déplacer, ils vont créer une perturbation du vide, une perturbation quantique. Et cette perturbation va faire osciller un petit peu le niveau du vide, suffisamment pour que l'électron soit accompagné quasiment d'une microcharge d'énergie. En fait, c'est les fluctuations du champ électrique de l'électron qui passe dans le vide qui va emmener une perturbation du vide et qui va la recéder de l'autre côté, ce qui fait que le circuit va être bouclé et le bilan global d'énergie fait en sorte que l'énergie globale consommée, c'est l'énergie chimique qui se trouve dans la pile. Non, on l'a montré parce que c'est théorique. Si, c'est théorique parce qu'il n'y a pas d'autre explication à ça, déjà. Mais on peut montrer un certain nombre d'effets. Par exemple, si vous faites un flux d'électrons, alors là, on ne va pas prendre un fil électrique, on va prendre un tube cathodique et on va faire un flux d'électrons à l'intérieur. Ce flux d'électrons, on va l'émettre d'un côté et le détecter de l'autre côté, par exemple, avec une cellule photoélectrique. Donc là, il n'y a pas de problème, on mesure bien les choses, on mesure bien les électrons qui passent. Et ce que l'on constate simplement, c'est que lorsque l'on observe le jet électronique entre les deux, qui part du canon à électrons et qui arrive sur la cellule photoélectrique, on constate que ce que l'on mesure, ça ne correspond pas au nombre d'électrons qui passent et que l'on compte bien à l'arrivée. On en compte moins. Donc, a priori, il y aurait un manque d'électrons. Il y aurait des électrons qui se seraient évaporés et qui apparaîtraient simplement à la fin. Ça, ce n'est pas possible. Et en fait, en poussant un petit peu ces expériences de mesure, on s'est rendu compte que le faisceau électronique était entouré d'un brouillard de couples de particules, de positrons, de positrons d'antiélectrons et d'électrons virtuels qui étaient extraits du vide par le passage de ces électrons et qui créaient un nuage tel autour que la moyenne globale faisait que l'on observait une charge équivalente plus faible que la normale. Donc ça, on l'a montré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, un électron qui passe perturbe bien le vide, perturbe suffisamment le vide pour apporter une quantité d'énergie suffisante pour faire extraire des couples de particules et d'antiparticules. Donc, il y a bien, dans le mouvement d'un électron, accompagnement de ces pseudo-particules qui sont la représentation en eux-mêmes de cette énergie du vide perturbé qui va se propager avec le faisceau d'électrons. Donc, effectivement, on a bien transport d'énergie, mais pas transport d'énergie par les électrons, transport d'énergie par cette espèce de tuyau de vide qui est perturbé et qui génère une espèce de brouillard autour, qui est un brouillard énergétique, une espèce de densité énergétique que l'on observe simplement sous forme de couple de particules virtuelles, d'électrons et de positrons. Ça, on l'a mesuré par contre. Donc, on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, les électrons, lorsqu'ils se déplaçaient dans le vide, mais en fait, toute particule, quand ils se déplaçaient dans le vide, créait une perturbation. Et on a fait des expériences complémentaires. On a fait, par exemple, on a pris un atome quelconque, un atome qui avait des raies d'excitation. Lorsqu'on excitait l'atome et que l'atome se désexcitait, il émettait des raies bien particulières. Donc, on est capable de mesurer ces raies, c'est la spectroscopie. Et puis, on refait l'expérience simplement en ajoutant un champ magnétique à côté. C'est-à-dire un champ magnétique statique, c'est-à-dire qui ne bouge pas, qui est fixe, et on remesure les raies
qui sont émises par excitation des atomes et retombées. Eh bien, les raies se décalent en fréquence. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Et cet effet de décalage, qu'on appelle l'effet Lamb, c'est dû justement par la présence du champ magnétique à l'apparition de pseudoparticules électrons, anti-électrons, qui tournent autour de ces atomes et qui perturbent complètement le niveau énergétique des atomes en modifiant le nuage électronique. Donc, en modifiant le nuage électronique, ça crée un décalage des raies, faible, mais mesurable. Et cet effet Lamb est bien connu, bien mesuré et bien quantifié. On sait très bien le mesurer. Et ça montre bien qu'effectivement, la simple présence d'un champ magnétique fixe, constant, perturbe le vide et est suffisant pour générer la création de fluctuations quantiques qui vont avoir pour effet, par exemple, l'émission de couples de particules et d'antiparticules. Ça, oui, on le sait. Et ça a été une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Ça, c'est des découvertes du XXe siècle. Et on n'a toujours pas compris vraiment comment un champ magnétique statique, qui ne bouge pas, peut perturber le vide. Pourquoi un champ statique perturbe le vide? Un champ dynamique, on comprendrait, mais un champ statique, on ne comprend pas. Pourquoi la présence d'un électron simplement perturbe également le vide? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau du vide? Qu'est-ce que le vide? Alors là, grosse question et personne n'a de réponse. On ne sait pas. Donc là, cette énergie primaire, donc empruntée, on l'a vu. Alors maintenant, un petit peu d'histoire. Juste une toute petite goutte pour vous rappeler ou vous apprendre d'où vient le terme d'énergie potentielle. Ce terme d'énergie potentielle, il vient du XVIIIe siècle, il vient du problème à 3 corps, par exemple la Terre, la Lune et le Soleil. Vous savez que si on considère simplement la Terre et la Lune, on sait écrire les équations, même avec l'époque de Newton, avec les équations de Newton, on sait très bien écrire l'équation du mouvement de la Lune qui tourne autour de la Terre. Ça, on sait le faire, il n'y a pas de problème. Et ça donne des équations qu'on peut calculer et qui permettent de calculer la position de la Lune, les phases de la Lune, sans aucun problème. Maintenant, si on rajoute un troisième corps, par exemple le Soleil, eh bien, on ne sait plus faire le calcul complet. Le système à 3 corps est quasiment sans solution, ou du moins sans solution stable. Pour avoir une solution stable, il faut que 2 corps. Si on en met 3 et à fortiori 4, 5, 6, etc., on ne sait plus trouver de mouvement stable. Le mouvement devient nécessairement chaotique. Chaotique, c'est-à-dire que l'on est dans une phase d'instabilité. Ça ne veut pas dire que notre système solaire il est instable complètement. Il l'est, mais avec des degrés de variation et d'instabilité très faibles. Mais ça veut dire simplement qu'à terme, notre système solaire évoluera forcément. Parce qu'avec un certain nombre de planètes, avec plus qu'une planète, forcément, on va avoir un système instable. Donc, il va se modifier encore. Les trajectoires vont s'influer les unes sur les autres et vont se modifier. Donc, on est dans un système dynamique. Mais rassurez-vous, on a le temps encore, largement. Mais il se passera des choses forcément. Et cette grande question du problème à 3 corps, de la dynamique du problème à 3 corps, va être étudiée énormément par Lagrange et Laplace. Et à partir des années 1777, donc la fin du XVIIIe siècle, et ils vont arriver à la conclusion que pour arriver à énoncer une solution à ce problème à 3 corps, une solution qui sera forcément instable, mais une solution quand même, il faut introduire le concept de force. Et ce concept de force qui est né à ce moment-là, c'est pas simple de le déduire, parce que Newton avait bien introduit un concept de force en disant que la force, c'est la masse que multiplie l'accélération de ce corps. C'est F égale m gamma, si vous vous souvenez de vos cours de lycée. Bon. Ça veut dire, par exemple, que la pesanteur,
si on prend un corps quelconque, voilà, ce gobelet, selon la loi de Newton, si je le lâche, il va être soumis à une force qui va être sa masse, que multiplie G, l'accélération donnée par l'accélération de la gravitation terrestre. Et donc, ce poids P égale mg va faire en sorte que une force va agir sur ce gobelet et va l'accélérer de façon régulière. Ça, c'est ce que l'on pensait au XVIIIe siècle. Mais le problème, c'est que cette question, elle est pas simple du tout. Parce que si on introduit le concept de force pour le mouvement, il faut introduire aussi le problème de la cause de la force. Et ce problème de la cause de la force va apparaître comme quelque chose d'un peu compliqué. Pourquoi ? Par exemple, si on prend la notion d'inertie, et si on nous replaçait au XVIIIe siècle, la notion d'inertie, au XVIIIe siècle, c'était quoi ? C'était j'essaye de pousser un corps. Si je pousse un corps, il oppose tout de suite une résistance qui est égale à la poussée que j'exerce. Alors, c'est bien sûr, à un certain moment de force, si j'exerce une force suffisamment importante, ce corps va glisser, mais néanmoins, il va toujours opposer une force au déplacement. Ça, c'est la loi d'inertie. Mais cette loi d'inertie, il faut bien trouver une cause à ce moment-là. Si on est une force, si on utilise le concept de force, il faut trouver une cause. Quelle serait la cause à cette force d'inertie ? Et au XVIIIe siècle, on n'avait pas la réponse. Si je pousse un corps, je note bien la force de résistance, mais quelle est la cause de la force de résistance ? Je ne sais pas. Alors on pourrait dire c'est le frottement du sol. Oui, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que même si on prenait quelque chose sur l'eau, quand on pousse quelque chose de très massique sur l'eau, on a toujours cette force d'inertie. Alors, sur l'eau, a priori, les frottements, on peut admettre qu'ils ne sont pas nuls, mais ils sont très, très faibles. D'où vient cette force d'inertie ? Au XVIIIe siècle, on n'avait pas du tout l'explication. Et comme on n'avait pas de cause à la force, introduire le concept de force sans cause, ce n'était pas acceptable. Donc, les mathématiciens et les physiciens vont arriver à la conclusion qu'on va introduire une grandeur qu'on appelle le potentiel. Et ce potentiel, qui est une définition ad hoc, simplement c'est un concept qui est créé de toutes pièces pour éviter ce piège de la force et de la cause de la force. Et on va dire, par exemple, à ce moment-là, que avec ce concept de potentiel, la gravitation, bien, le potentiel va être en 1 sur D, 1 sur la distance, que pour l'électricité, ça va être la différence de potentiel, et plus tard, pour la chimie, ça sera le potentiel chimique. Et on va le définir a posteriori. C'est-à-dire que le concept de potentiel, il est inventé parce qu'on n'a pas de réponse à la cause de la force, et notamment à la cause de la force d'inertie. D'ailleurs, cette notion-là, la cause de la force d'inertie, il faudra attendre les années 1920 avec Einstein, qui va dire que la force d'inertie, c'est le vide, encore une fois, qui en est la cause, et il faudra attendre 2013 pour obtenir la preuve expérimentale des dires d'Einstein. Donc 2013, ce n'est pas vieux. Ce n'est qu'en 2013 qu'on va prouver avec une mission satellite, on va montrer par Gravity Probe B, qui va montrer qu'effectivement, le vide est bien la source du mouvement inertiel. C'est-à-dire que le frein que l'on a lorsqu'on démarre en voiture et qu'on est collé contre son siège parce qu'on accélère, c'est bien une opposition du vide qui agit sur notre structure atomique. Et Pardon ? Tout à fait. Tout à fait. Et là, on fait le lien entre les deux, mais c'est bien pour montrer que le concept de potentiel
On l'utilise partout. On parle d'énergie potentielle, on parle du potentiel chimique, on va parler du potentiel électrique. C'est rentré dans le langage courant, mais en fait, c'est pour masquer une question qui était sans réponse et qui est encore partiellement sous réponse. Parce que quand on dit que le vide s'oppose au mouvement, d'accord, on l'a prouvé expérimentalement par Gravity Probé, d'accord, mais qu'est-ce qu'on a prouvé? Qu'est-ce qu'on a montré? Est-ce qu'on a la cause réelle qui fait que le vide s'oppose au mouvement d'un corps massique? Non, on n'a pas la cause. On constate le phénomène, on mesure le phénomène, on mesure les paramètres, on met ça dans une équation qui permet de dire qu'effectivement, notre hypothèse, elle est correcte, mais ce n'est pas parce qu'on a mesuré un phénomène, qu'on a construit une équation mathématique pour la circonstance qui va bien vérifier ça, que l'on a compris ce qui se passait vraiment. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelle est la nature du vide? On ne sait toujours pas. Depuis Einstein, on pense que le vide est une substance d'énergie pure, sans structure. Alors déjà, de toute façon, on ne sait pas ce que c'est qu'un objet sans structure parce qu'il n'y a pas d'équivalent sur Terre, ni même dans l'espace. Quelque chose, une substance sans structure, ça n'existe pas. Et c'est quelque chose qui serait sans structure et qui serait l'énergie pure. Mais l'énergie, c'est un concept mathématique. Quand on parle d'énergie cinétique, on dit qu'un objet se déplace et c'est simplement son mouvement qui est capable par exemple, de percuter un mur et de faire un trou dans le mur, donc de transmettre de l'énergie, de transformer son mouvement en énergie. Mais ça veut dire quoi, transformer un mouvement en énergie? Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Pourquoi le mouvement contient-il de l'énergie? Pourquoi le fait de déplacer un corps lui donne-t-il de l'énergie? D'autant que si vous êtes, là nous sommes tous à peu près immobiles les uns par rapport aux autres, donc on a une vitesse nulle les uns par rapport aux autres. Donc on pourrait dire que notre énergie cinétique prise individuellement, elle est nulle. Mais pour quelqu'un qui se trouve sur le Soleil, la Terre se déplace et on se déplace quand même à pas loin de 1000 km/h. Donc, on a une énergie cinétique. Mais on a une énergie cinétique par rapport à quelqu'un. On n'a pas une énergie cinétique de façon absolue. Le mouvement absolu n'existe pas. Newton pensait qu'il existait un repère dans l'espace, dans l'univers, lié probablement, selon lui, à des étoiles lointaines, qui était absolument fixe et qui permettait de définir une vitesse et un mouvement absolu de tous les corps célestes. Leibniz s'est fâché contre lui en partie à cause de ça. Ça a donné lieu à des échanges de lettres vigoureuses, on va dire. Et il va falloir attendre Einstein pour montrer qu'effectivement, il n'y a pas de repère absolu. Et donc, que le mouvement étant totalement relatif, dire que l'énergie cinétique, c'est le mouvement, ça perd son sens. L'énergie cinétique, c'est le mouvement par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à un observateur. Si effectivement je vois une voiture, je traverse la route un peu imprudemment sans regarder, et une voiture arrive, la voiture a une vitesse par rapport à moi, et là il va y avoir du bobo. Mais si je me déplace en courant à la même vitesse que la voiture, il ne se passera rien. Donc cette énergie cinétique, qu'est-ce qu'elle est vraiment? Quelle est la nature de cette énergie cinétique? Ben, on ne sait pas. Et comme on ne sait pas pour l'énergie cinétique et qu'on ne sait pas pour l'énergie potentielle, pour l'énergie totale, c'est encore plus compliqué. Mais vous allez voir que ça va encore un petit peu se complexifier. Doucement. Non, mais historiquement, hein, on va rester dans l'historique.
On est toujours dans l'origine historique. Donc, les physiciens et mathématiciens vont arriver à la conclusion au début du 19e siècle, une conclusion consensuelle, parce que et ça va être le résultat de très longues conversations, où ils vont dire qu'il faut définir une force comme la dérivée, la variation d'une grandeur que l'on va appeler conventionnellement fonction potentielle. Ça, c'est ce qui ressort des réunions et des échanges entre mathématiciens et physiciens au début du 19e siècle. Et ils vont dire simplement l'énergie potentielle, c'est simplement la variation de l'énergie totale. Alors, je vous ai mis une petite formule, mais ça, vous l'oubliez, c'est sur ce simplement que ça intéresse, mais sinon, peu importe. Mais le problème, c'est que si on parle que la variation, que l'on va dire que c'est la dérivée, ce type de relation, il impose une dérivabilité de la grandeur que l'on mesure, de l'énergie. Si on dit que la variation d'énergie, c'est l'énergie potentielle, pour qu'il y ait une variation d'énergie, il faut qu'il y ait une variation continue. Sinon, ça ne marche pas. Mais à ce moment-là, la mécanique quantique qui est par saut discontinue, est-ce qu'on peut encore utiliser le terme d'énergie potentielle dans la mécanique quantique? Puisqu'elle n'est plus dérivable, puisqu'elle est quantifiée, donc elle est distincte, elle est discrète avec des niveaux discrets séparés les uns des autres. A priori, on ne devrait plus pouvoir utiliser l'énergie potentielle en mécanique quantique. Or, les gens de la mécanique quantique ne se privent pas pour utiliser le potentiel. En oubliant simplement la définition de base, c'est-à-dire la condition de dérivabilité de l'énergie potentielle. Donc, on joue un petit peu avec les mots, on oublie les choses, on dit « regardez-moi bien dans les yeux, pouf, 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 c'est bon ». Mais c'est un peu le problème. Et effectivement, cette remarque de la condition de dérivabilité, donc de continuité, auxquelles vont s'opposer tous les fondateurs de la mécanique quantique, et en tête, bien sûr, Niels Bohr, va être la source, dans la première moitié du XXe siècle, de grandes questions entre les relativistes et les gens de la mécanique quantique. Les gens de la mécanique quantique disant « nous pouvons utiliser le potentiel ». D'ailleurs, dans un atome, il y a des potentiels énergétiques par rapport à l'orbital des électrons. Et les gens de la mécanique relativiste vont leur dire « vous n'avez pas le droit d'utiliser ça parce que faites-vous la condition de dérivabilité qui est imposée par la notion de potentiel ?» Alors, finalement, je vous ai donné un extrait d'un livre qui est La physique du potentiel. Celui-là, si vous voulez le lire, attention, c'est quand même assez costaud comme livre. Ça, c'est dans l'introduction, ce petit texte-là. Mais c'est la Bible, ça fait l'objet. En fait, c'est le compte-rendu d'une thèse qui a été faite en philosophie de la physique en 2018. Donc, c'est très récent, sur l'histoire et le concept de potentiel. Alors, l'auteur, qui est Christian Verdet, explique il dit quel est le sens physique d'une grandeur obtenue de sa variation. Ce questionnement est loin d'être anodin. D'abord parce qu'il concerne le sens physique de l'énergie potentielle. Ensuite, parce qu'une telle interrogation laisse entrevoir que la réponse se situe à la frontière entre la physique et la métaphysique. Et j'aime bien ce passage parce qu'il reflète à peu près l'idée dans laquelle les physiciens d'aujourd'hui, de ces 4-5 dernières années, sont. Cette question de frontière entre la physique et la métaphysique, on la retrouve chez tous les grands physiciens théoriciens actuels. Tout le temps, partout, en relativité, en mécanique quantique, dans les théories nucléaires, partout. Cette question revient. Pourquoi? Simplement parce que le système, le paradigme physique des lois actuelles est en train de craquer de tous les côtés. Il y a pas de discontinuité, on va dire qu'il y a des écarts entre ce que la théorie prévoit et ce que l'on constate, ce que l'on observe.
Les outils de mesure sont de plus en plus précis. On arrive à faire des mesures de plus en plus précises et de plus en plus fiables. Et on constate qu'il y a des écarts entre ce que prévoit la théorie et ce que nous donne les faits. Donc, ça veut dire qu'il est peut-être temps de modifier un petit peu nos théories. Maintenant, je voudrais revenir sur une notion qui est très mal dite et très souvent fausse. On dit toujours que l'énergie totale se conserve. Alors non, l'énergie totale ne se conserve pas. Ce qui se conserve simplement, c'est le fait que la variation d'une quantité d'énergie est nulle, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce que dire qu'une quantité d'énergie totale se conserve, je vais vous donner un exemple dans lequel on ne peut pas y arriver. C'est justement la gravitation selon Einstein. La gravitation selon Einstein, on remplace le concept de force de la pesanteur, donc d'attraction entre deux corps de Newton, par une déformation, par une courbure de l'espace-temps en présence de masse. C'est-à-dire qu'on va dire simplement, j'ai un objet, à partir du moment où cet objet est à un endroit bien défini dans l'espace, autour de cet objet, il y a une courbure de l'espace-temps qui fait que tout objet qui va se rapprocher de cet objet que je tiens dans la main va suivre cette courbure de l'espace-temps et va avoir tendance à descendre cette courbure pour aller dans son énergie potentielle minimale, c'est-à-dire d'aller dans le creux de la courbure. Donc, il va être comme s'il va être attiré par cet objet, mais en fait, il ne sera pas attiré, c'est simplement sa variation d'énergie globale qui va chercher à obtenir une énergie potentielle minimum et donc à acquérir une partie d'énergie cinétique correspondante pour contreparer cette différence d'énergie cinétique potentielle. Donc ça, c'est une chose, mais cette énergie, si on parle d'énergie totale, on parle d'énergie totale du vide à l'endroit où cet objet se trouve. Mais on ne sait pas quelle est l'énergie totale. C'est comme si on disait, je suis à la surface d'un océan et l'énergie potentielle de cet océan, c'est lié à la profondeur de cet océan. Mais si je regarde l'eau, je ne verrai pas le fond de l'eau. Quelle est l'énergie totale? J'en sais rien. Quelle est l'énergie totale du vide? J'en sais rien. L'énergie totale du vide est peut-être infinie. Par contre, ce qui a du sens, c'est de dire simplement que l'énergie totale à un instant donné et dans l'instant suivant, il va vérifier une loi, c'est-à-dire que sa variation globale est nulle. On est à variation nulle. C'est-à-dire si je prends énergie potentielle plus énergie cinétique, je ne sais pas calculer le total de cette énergie cinétique plus énergie potentielle. En général, parce que l'énergie cinétique, déjà, elle dépend du repère dans lequel on se trouve. Donc, déjà, c'est une première chose. Et l'énergie potentielle, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Je ne sais pas quelle est la profondeur de cette énergie potentielle. Mais par contre, de dire que, à la place de dire que l'énergie totale se conserve, de dire simplement que la variation d'énergie totale à un instant donné, à un endroit donné, elle est nulle. C'est la variation qui est nulle. C'est-à-dire que si, par exemple, cet objet-là, je le laisse tomber, je vais perdre de l'énergie potentielle. Donc, j'ai un delta d'énergie potentielle que je vais remplacer par un delta d'énergie cinétique. Et simplement, je vais avoir un moins d'énergie potentielle et un plus d'énergie cinétique, mais le total fait toujours 0 par rapport à ma référence d'origine. C'est-à-dire que je suis obligé de définir une référence nulle. Et quand je parle d'énergie totale, par exemple pour une voiture ou pour n'importe quoi, implicitement, je définis une référence nulle. Quand je dis qu'un système conserve son énergie totale,
je calcule mon énergie cinétique, je calcule mon énergie potentielle et je définis automatiquement un repère d'observation par lequel je le fais pour l'énergie cinétique et un certain niveau zéro d'énergie potentielle. Mais c'est tellement naturel que j'y pense même plus. Et je dis l'énergie totale, elle se conserve. Ce qui est en fait est une aberration. Sauf si je m'impose, en étant parfaitement conscient de la chose, un niveau de référence nul, un niveau de référence point de départ, on va dire. D'accord? Donc, ce n'est que la variation qui va être nulle. Et par convention, l'énergie totale est la somme d'une partie cinétique et d'une partie potentielle dans lequel l'énergie totale va présenter des variations nulles. Mais cette énergie potentielle et cette énergie cinétique au départ, que je vais prendre comme référence, je les prends par rapport à un référentiel donné, un référentiel d'observation. Je vais prendre un exemple. Une voiture qui monte une côte. Avant qu'elle monte la côte, je prends la voiture au départ, juste avant qu'elle aborde la côte. Et je vais, moi, observateur immobile au bas de la côte, mesurer la vitesse de sa voiture. Je vais mesurer la vitesse de la voiture et je vais noter la masse totale de la voiture. Voiture plus conducteur. Et si je suppose que la voiture ne fournit pas d'énergie, c'est-à-dire que son moteur est coupé, c'est-à-dire que c'est simplement l'énergie de lancer de sa vitesse, je vais observer la voiture qui monte jusqu'à une certaine hauteur et qui ensuite va redescendre. Et quand elle va arriver à la hauteur maximale, je vais bien noter que sa vitesse à ce moment-là est nulle et qu'elle est montée à une certaine hauteur. Cette hauteur par rapport à la gravitation terrestre, je vais dire que l'attraction terrestre, c'est G. Je vais prendre la masse, je vais faire M que multiplie G et je vais bien vérifier qu'effectivement, mg, c'est bien égal à l'énergie cinétique que la voiture avait au départ avant la côte. Et je vais dire, oui, il y a transformation de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Mais en faisant ça, j'oublie de dire que je fais ça par rapport au niveau du sol que j'observe. Et que je fais ça par rapport à moi, observateur, qui est mesuré une certaine vitesse. Un autre observateur qui se déplacerait en courant à côté ne verra pas la même vitesse. Il ne fera pas le même calcul. Mais par rapport à mon observation à moi, ce que je dis est juste. Sauf que je transgresse un petit peu la réalité avec un grand R, dans le sens où je fais ça par rapport à moi, observateur, en définissant une référence nulle que je ne dis pas, que je ne mentionne pas, mais qui existe réellement et que je prends en compte dans mes calculs, c'est-à-dire que la référence de l'énergie potentielle, c'est mon bas de côte, c'est mon altitude 0. En fait, ce n'est pas 0. Je suis peut-être à 1000 mètres d'altitude, je suis peut-être à 500 mètres, j'en sais rien. Mais je dis que ça, c'est 0. Le bas de la pente, c'est 0. Parce que c'est ma référence. Et en fait, dans tous les calculs, dans toutes les théories que l'on fait en sciences, et en physique notamment, on se fixe toujours des références, mais on n'y pense tellement plus que ça devient un automatisme. Ce qui fait que ce que l'on mesure, quand on croit mesurer l'énergie réelle de quelque chose, en fait, on se trompe. On ne mesure simplement que les variations d'énergie par rapport à cette référence que l'on a choisie et qui est totalement arbitraire. D'où l'intérêt de l'énergie potentielle, mais en même temps, ce problème, c'est que l'énergie potentielle avec un E majuscule, cette énergie potentielle, on est incapable de la mesurer. Si je prends une particule, un objet massique quelconque, peu importe, quelle est sa véritable énergie potentielle? J'en sais rien. Alors, là, c'est ce qu'on vient de dire, c'est l'exemple de la voiture par rapport à la masse du sol. Pour Einstein, ce n'est pas pareil, c'est la courbure de l'espace-temps, c'est la structure de l'espace-temps. Donc, pour Einstein, toutes les énergies, pour lui, doivent se comprendre en termes d'énergie
de ce vide, dont on ne connaît pas la profondeur. On est un petit peu dans le même exemple que notre voiture qui était sur une pente, enfin sur un aplat, avant de prendre la pente. Cet aplat, il est à quelle altitude? 100 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, moins 20 mètres, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, pour le vide, c'est pareil. On est dans le vide. Nous sommes sur la Terre. La Terre est dans un point quelconque de l'espace, mais cette énergie du vide, à l'endroit où se trouve la Terre, il est de combien? Quel est le creux d'énergie du vide? Est-ce que ça a vraiment un sens déjà pour nous? C'est déjà très compliqué à s'imaginer. Mais quelle est la profondeur de cette énergie, de cet espace-temps? Et puis déjà, il faudrait être capable de définir une profondeur, parce que dans un espace tridimensionnel, ça veut dire quoi? Quelle est la référence? Quel est le point bas, le point zéro? Ça n'a plus de sens pour nous. Notre cerveau, il tourne un petit peu en roue libre et il n'y arrive pas. Il n'a pas d'image mentale pour se raccrocher à ça, pour essayer de trouver la profondeur de cette énergie du vide. Est-ce que cette énergie du vide est une densité faible ou forte? Je vous rappelle les calculs qui ont été faits à l'époque, au début du XXe siècle, où les relativistes et les gens de la mécanique quantique se sont dit, bon, chacun de notre côté, on calcule l'énergie du vide et on compare nos résultats. Et quand ils se sont retrouvés dans un symposium qui restait célèbre ô combien, ils ont trouvé un écart de 10 puissance 120. Et à l'époque, Einstein faisait partie de ce séminaire et d'autres aussi. Et je crois que c'est Feynman qui a dit à l'époque, non, c'est pas Feynman, c'est quelqu'un d'autre, ou Pauli, je ne sais plus, enfin un des grands physiciens qui a dit, mais nous reprochons beaucoup à nos étudiants des erreurs numériques, mais alors 10 puissance 120, nous méritons tous un zéro pointé. Parce qu'une erreur 10 puissance 120, c'est même pas pensable. Et chacun est reparti dans son coin en se jurant de ne plus jamais parler de ce sujet qui était la honte de la physique de l'époque, où tous les grands physiciens sont arrivés à un échec, mais cuisant, retentissant. Pourquoi? Parce que simplement mesurer la quantité d'énergie du vide, la densité d'énergie du vide, il fallait déjà avoir une référence. Toutes les théories, tous les modèles théoriques d'énergie du vide que l'on s'était donnés, tant du côté de la relativité que de la mécanique quantique, aboutissaient simplement à des idioties. Idioties, d'ailleurs, qu'on continue à enseigner fréquemment. Alors, là, je suis peut-être un peu dur, mais on continue à enseigner à l'université ce fameux calcul de ce symposium qui a tourné à la déconfiture complète. On continue à le montrer pour dire, eh bien, on ne sait pas quelle est la densité d'énergie du vide. Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est que cette énergie du vide, elle pourrait être infinie. Et si elle était infinie, tous les calculs s'arrêtent. On pose tous le crayon, c'est fini, parce que de toute façon, toutes les grandeurs deviennent infinies après. Et on ne sait plus faire de calcul. Les mathématiques de l'infini, on n'en dispose pas actuellement. Donc, si le vide a une densité d'énergie infinie, c'est la fin des théories physiques telles qu'on les connaît au jour d'aujourd'hui. Il faut inventer autre chose. Il faut changer complètement d'angle de vue de la science. Il faut revoir notre copie entièrement. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Mais il n'y a pas de raison pour que cette énergie du vide ne soit pas infinie. Mais il n'y a pas de raison non plus pour qu'elle le soit. Donc, je vous laisse dans le flou artistique complet. J'en ai conscience, mais bon, je n'ai pas mieux à vous proposer. Alors, si on revient à l'énergie potentielle, bien sûr, une des questions à se poser, puisque cette énergie potentielle est quelque chose qui est une définition ad hoc pour résoudre la crise de la cause de la force, est-ce que cette énergie potentielle est bien réelle ou est-ce que c'est simplement une invention de l'esprit humain pour pallier un manque d'imagination ou des théories qui sont, pour le moins, on va dire, incomplètes. Pas fausses, mais incomplètes. Est-ce que cette énergie potentielle correspond bien à une réalité ou est-ce que cette énergie potentielle, qui
permet des calculs précis, c'est bien. On arrive à faire des appareils avec cette énergie potentielle, il n'y a pas de problème. Les fusées, elles partent bien dans l'espace, elles suivent bien les bonnes trajectoires, on arrive bien à nos objectifs, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on n'a pas utilisé un peu comme Newton utilisait la force de gravitation? Il disait que les corps s'attiraient et ça marchait bien, et ça donnait la mécanique céleste qui marchait bien, avec des bons phénomènes, jusqu'à temps qu'Einstein montre que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Mais est-ce qu'on n'est pas dans la même situation, à savoir que cette énergie potentielle, c'est un concept que l'on ne sait pas trop définir, qu'on a beaucoup de difficultés à définir, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce concept d'énergie potentielle ou est-ce qu'il faudrait le remplacer par autre chose? Alors, je vous ai mis quelques remarques. Il ne suffit pas de convenir de l'existence d'une grandeur en général, de façon théorique, pour attester de sa réalité. Ce n'est pas parce qu'un théoricien dit qu'il va créer un concept, il va introduire un concept nouveau et qui permet de simplifier les calculs, que ce concept a une réalité exacte. Ça peut être simplement une réalité mathématique, un outil mathématique qui simplifie les calculs. Est-ce que le concept d'énergie potentielle n'est pas simplement un artifice mathématique qui permet de simplifier les problèmes? Je vois ce que vous disiez, c'est-à-dire que mathématiquement, du moment que ça permet de fabriquer quelque chose et que ça marche. Exactement. Et on va le voir d'ailleurs dans les calculs de Lagrange et d'Hamilton, on va y arriver, on va en parler. Alors, c'est vrai que dans la gravitation classique, l'énergie potentielle n'a pas de caractère substantiel. Alors que la même chose, mais vue du point de vue de la relativité, l'énergie potentielle a une substance. Donc, ça montre bien qu'entre deux théories, qui ont été deux grandes théories, l'une étant encore en cours actuellement, l'ancienne a été abandonnée, mais qui a quand même régné en maître pendant plusieurs siècles, ça montre bien qu'en fonction de la théorie, en fonction de la conception que vous avez de la représentation du monde, une grandeur peut avoir une définition substantielle ou pas substantielle très différente. Dire que l'énergie potentielle est non substantielle, que c'est simplement un artifice mathématique, c'est une chose. Dire qu'une énergie potentielle, non seulement ça permet, il y a des calculs très précis, mais qu'en même temps, c'est une grandeur qui a une réalité et une substance, une substantialité réelle, c'en est une autre. Alors, ça ne change rien du point de vue des calculs, ça ne changera rien dans votre calcul de GPS que vous avez dans vos téléphones portables, c'est vrai, ça ne change rien du tout. Mais par contre, ça va changer l'image mentale que vous allez vous faire de la représentation du monde dans lequel vous vivez, dans lequel on évolue. Alors, là, voilà, c'est juste une petite représentation, c'est un dessin qui a été fait sur la courbure de l'espace-temps. Alors, moi, j'aime pas trop cette notion de filet parce que il n'y a pas de filet dans l'espace et que c'est une représentation un peu de dessin, mais c'est pour pallier les différences qu'on peut avoir. Et imaginez-vous qu'on dit toujours que la gravitation, selon Einstein, c'est toujours une courbure négative, c'est une courbure en creux de l'espace. Mais qu'est-ce qui empêcherait une courbure positive, c'est-à-dire une bosse dans l'espace? A priori, s'il y a des courbures en creux, on pourrait très bien avoir des courbures en bosse. Une fluctuation quantique, ça va dans un sens, mais dans l'autre. Si on avait une bosse, ça voudrait dire qu'on aurait une répulsion globale. Et oui, si on avait un creux, ça serait une attraction. C'est la loi d'attraction d'Einstein, c'est la gravitation de relativiste. Si on a une bosse, ça veut dire qu'on a une répulsion, une expansion. L'énergie noire. L'énergie noire, ça pourrait pas être quelque chose dans ce goût-là? Alors, il y a des gens qui réfléchissent à cette idée-là. Bon, ils n'ont pas encore abouti, c'est encore sur les tables de travail, c'est les tables de calcul, mais il y a des gens qui se disent, finalement, si on opère simplement une opération mentale de symétrie,
ça pourrait répondre à ce problème d'énergie noire dans lequel on est bien incapable de répondre actuellement. Est-ce que cette énergie noire ne pourrait pas être un creux, une courbure positive globale de l'espace, ce qui serait l'équivalent un petit peu, c'est un peu quand vous respirez, vous inspirez et vous soufflez. Quand vous inspirez, vous avez une dilatation. Pourquoi? Parce que vous faites rentrer quelque chose et vous créez quelque chose, une pression interne plus forte qui fait que vos poumons se dilatent. C'est un peu la même image. Bon, il faut la prendre avec précaution parce que ce n'est qu'une image mentale, mais c'est un peu ça. Alors d'ailleurs, il y a un certain nombre de philosophes qui se posent dessus, et je vous ai cité le philosophe Rankin, qui a écrit des choses il n'y a pas très longtemps dessus. Une grandeur physique n'est pas une construction logique, n'est pas simplement une construction logique. Si la définition, le concept a une réalité, alors cela signifie que l'objet de la physique ne consiste pas seulement à trouver des lois, des relations de connaissances, mais aussi les concepts qui servent à exprimer ces lois. De ce point de vue, l'énergie potentielle présente une nécessité devant la nature et non devant la logique. Ce qu'il veut dire par là, c'est que pour lui, l'énergie potentielle a une réalité substantielle. Bon, lui, il est un partisan de la substantialité de l'énergie potentielle. Alors, on peut être contre son avis, mais c'est un avis donc, que j'ai cité de lui. Et pour lui, il dit que l'énergie potentielle, elle est substantielle et qu'une grandeur est substantielle à partir du moment où on peut la mesurer. Toute grandeur mesurable est nécessairement substantielle. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on n'est pas capable de définir ou d'expliquer la substance de cette grandeur. Mais à partir du moment où elle est mesurable, pour lui, elle est substantielle. Bon, c'est un avis, hein, c'est un avis de philosophe, donc à réfléchir. Le problème, c'est que quand on dit qu'une grandeur, elle est substantielle, c'est mesurable, pour moi, la question suivante, c'est de dire, oui, mais toute mesure correspond à un système d'unité. Et un système d'unité, c'est un système qui fige automatiquement une référence, et en particulier une référence nulle. Donc, ça voudrait dire que toute grandeur est substantielle si elle est mesurable, et à partir d'un moment, on a défini une référence nulle. Autrement dit, on ne peut pas mesurer les choses, on ne peut pas concevoir les choses, on ne peut pas fabriquer des choses si on n'a pas une référence nulle pour simplifier les problèmes. Si on ne met pas de référence nulle, on se retrouve avec des grandeurs qu'on ne sait plus mesurer, on ne sait plus rien mesurer, on ne sait plus rien construire. Or, on construit des objets. On sait construire des objets, on sait construire des outils, on sait construire des voitures, des maisons, etc. On sait construire des choses. Mais l'homme a besoin de se construire des références de niveau 0, de référence nulle. L'homme, sans poser de référence nulle, il est incapable de concevoir ni de fabriquer quoi que ce soit. Pourquoi? Alors, je dis tout de suite la réponse au pourquoi, je ne l'ai pas. Mais c'est intéressant de se poser la question pourquoi, quand on navigue dans ce monde, quand on évolue dans ce monde, on a toujours et en permanence besoin de se fixer des références nulles. Quand on marche sur le trottoir, on a besoin de cette référence du trottoir qui est un niveau 0 pour nous, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour marcher. Quand on va prendre de l'eau au robinet, on va forcément prendre de l'eau au robinet par rapport à une référence qui est de l'eau située à un niveau plus haut que nous, qui nous permet d'avoir la pression, etc. dans les tuyaux. Donc, c'est le problème des châteaux d'eau, il n'y a pas de problème. Même chose quand on a une voiture. Enfin, tous les objets se référencent toujours à une référence particulière nulle. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais la matière elle-même, pour définir la matière, il faut une référence. Et quelle est la référence de la matière? Ça, je n'en ai aucune idée. Mais il y a forcément une référence. Parce que la matière, il y a la matière et il y a la matière avec une masse. Il y a deux types de matière. La matière sans masse,
on n'en connaît pas beaucoup. Il y a les photons, il y a des choses comme ça. Bon, c'est un peu particulier. Et la matière avec masse, qu'est-ce que c'est que la matière avec masse? Pour les physiciens de 2021, 22, etc., depuis en gros 2-3 ans, la matière, c'est de l'énergie du vide, c'est de l'énergie du vide en mouvement, probablement en mouvement de tourbillon, mouvement organisé, et probablement en liaison avec une quatrième dimension spatiale qu'on n'observe pas. On ne l'observe pas parce qu'elle est réduite à la taille des particules et que ça échappe à nos pouvoirs d'observation. Et ça revient à la conclusion sur laquelle Einstein était pas arrivé complètement, mais il avait accepté à la fin de sa vie dans les années 50. C'est l'hypothèse de Kaluza-Klein d'avoir un espace qui est au moins quadridimensionnel spatial plus le temps, c'est-à-dire un espace à 5 dimensions. La quatrième dimension n'étant pas observable parce qu'elle est liée à la structure atomique, à la structure des particules, et donc elle échappe complètement à nos pouvoirs de mesure et d'investigation. Voilà, donc ça c'est l'hypothèse actuelle, disons, c'est pratiquement la seule qui est en ligne en compétition actuellement. Alors, à l'énergie potentielle, on va forcément aussi adjoindre un modèle mathématique abstrait. Donc, on va effectivement, quand on va parler d'un corps en mouvement, on va lui attribuer une vitesse qu'on a mesurée, et on va lui attribuer aussi une énergie potentielle. Et là, je voudrais rendre un hommage à Amy Noether, une femme physicienne, ce qui est rare, femme physicienne théoricienne, c'est elle qui est la première à énoncer les lois de conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement, de l'impulsion, et qui a montré que tout ça venait de mouvements symétriques. Elle a montré que si l'énergie se conservait, c'est-à-dire que sa différentielle était nulle, c'était simplement parce qu'on pouvait mesurer les quantités d'énergie à différents instants. Et que cette mesure étant symétrique par rapport au temps, c'est-à-dire que quel que soit l'instant où on la mesure, on obtiendra le même résultat pour une énergie donnée, isolée du reste, montre qu'effectivement, cette énergie totale, sa différentielle est nulle, c'est-à-dire que la variation est toujours nulle. C'est elle qui l'a montré mathématiquement, ce qui n'était pas évident du tout. Et c'est certainement une des plus brillantes théoriciennes du XXe siècle. Alors voilà un exemple simple, bien sûr, d'énergie potentielle, où vous avez une bille qui est en haut d'une côte, et puis elle va chuter d'une hauteur h. Quand elle est à l'instant 0 en haut de la côte, son énergie totale, c'est simplement m que multiplie g que multiplie h, c'est l'énergie potentielle. À l'arrivée, quand elle est tout à fait en bas, il n'y a plus d'énergie potentielle parce que la référence que l'on a pris d'énergie potentielle, c'est H, donc le point en bas de la côte, c'est 0. C'est une convention, c'est probablement pas vrai, mais c'est 0. Et à ce moment-là, l'énergie totale, ce n'est que de l'énergie cinétique. Et à hauteur intermédiaire, vous avez un mélange d'énergie cinétique et encore d'énergie potentielle, X, la valeur X étant plus petite que H, quelque part au milieu des deux. Voilà, donc ça, c'est un exemple très simple de l'énergie potentielle telle qu'elle a été définie. Et cet exemple-là, on le retrouve dans les études de Laplace à la fin du XVIIIe siècle. Oui, ils ont fait ce genre de calcul, ils ont fait ces réflexions-là. Bon, ça, on a vu. Alors, là, on va simplement changer de siècle, c'est passer du 18e à après, c'est 19e, 20e siècle. Les théories ça, c'était avant les calculs qui avaient été faits avant Einstein, donc avant avant 1905. C'était fait par deux mathématiciens, Hamilton et Lagrange, qui ont essayé de modéliser un petit peu cette énergie totale. Alors Hamilton, lui, il est parti du principe qu'il fallait utiliser une grandeur qu'il a appelée H comme Hamilton, comme la somme de l'énergie cinétique et plus l'énergie potentielle. Et là, on retrouve bien l'énergie totale.
Et pour Hamilton, c'était logique, d'abord parce que H, c'était l'énergie totale, et qu'avec la variation de H, on pouvait écrire que la variation de H dans un système isolé était nulle, il devait rester nul, et ça permettait de simplifier les calculs, ça permettait de devenir un formalisme qui était plus simple mathématiquement. Lagrange, lui, va dire que non, il y a encore plus simple que ça. Et Lagrange va dire qu'on a plus intérêt à utiliser une grandeur qui est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, intuitivement, ça ne dit rien du tout, parce que la différence de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, qu'est-ce que ça représente? On ne sait pas trop. Et en fait, on va se rendre compte que le Lagrangien, L, ça représente une grandeur bien particulière, qu'est-ce qu'on appelle l'action. Et l'action A, c'est une quantité définie par une nouvelle relation qui utilise ce Lagrangien. Et cette action va avoir une propriété bien particulière, c'est-à-dire que quand on dit qu'un corps se déplace de A en B, il va donc changer d'énergie cinétique et d'énergie potentielle en fonction des hauteurs à laquelle il se place, par exemple. On va donner un exemple simple. Vous prenez vous mettez par exemple le bord de la Seine le long du bois de Boulogne quand vous allez vers Boulogne et vous regardez les tours de la Défense. Et les tours de la Défense, elles vont émettre de la lumière qui va vous arriver à vous en suivant une certaine trajectoire. Or, cette trajectoire par rapport à la Seine, il y a une propriété très particulière, c'est qu'il y a un effet optique bien particulier qui est un effet de mirage que l'on observe au-dessus de la Seine, et les tours de la Défense vous paraissent plus grandes qu'elles sont en réalité. Si vous regarderez, vous verrez, notamment en été, on voit très bien ça. Ça veut dire simplement que le trajet optique suivi par la lumière émise par le haut d'une tour, au lieu de vous arriver en ligne droite, il vous arrive en légère ligne courbe. Pourquoi ? Parce que la lumière suit le trajet qui donne le trajet de distance optimum, c'est-à-dire de temps de parcours minimum. Et pourquoi ? Simplement parce que l'air change de densité au-dessus de la Seine, et en changeant de densité, pour obtenir le temps de parcours minimum, il faut qu'il se courbe complètement. Et la question qu'on peut se poser, c'est que chaque photon qui part du haut de la tour, comment il peut savoir que le trajet optimum, c'est bien une courbure particulière? A priori, il part avec une certaine direction et il ne sait pas. Eh bien, le théorème de l'action, le théorème de Lagrange, explique ça en disant qu'en fait, le photon, il explore toutes les directions et c'est la somme de toutes ces directions qui vous donne une probabilité de présence qui est le maximum par rapport à ce trajet-là, et qu'en fait, ce qu'on observe, c'est simplement le résultat de l'exploration par les photons de tous ces trajets-là. Alors, bien sûr, ça fait un peu grincer des dents. On ne voit pas le photon qui va tout explorer et va dire finalement, non, je prends ce trajet-là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais quand on réfléchit un petit peu à la question, de dire que parce que les lois de la physique veulent que le trajet minimum soit en courbe, le photon, lui, il ne le sait pas. Comment il va faire ? Il va faire, en fait, que le photon, quand il va être émis, il va regarder de proche en proche quels sont les différentiels de densité, et il va adapter son trajet en fonction de ça. Et son trajet adapté en fonction de ça, par rapport à toutes les lois de la physique, c'est-à-dire à chaque moment, il doit se conformer aux lois de la physique, donc il va finir par suivre ce trajet courbé. Et ça, on peut l'obtenir que par l'action. Si on utilise cette façon de calculer avec des différentiels nuls en chaque point, on peut l'utiliser avec la méthode d'Hamilton, mais c'est beaucoup plus compliqué. Avec la méthode de Lagrange, c'est plus simple. Ce qui veut dire simplement, c'est qu'entre la façon d'Hamilton ou la façon de Lagrange, ce n'est qu'une facilité de calcul. Ce n'est qu'une méthodologie mathématique. Par contre, ça sème la confusion dans l'énergie potentielle, parce que le fait de dire
On veut utiliser soit l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, soit l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Ceci moins entre les deux, plus ou moins entre les deux, perturbe. Pourquoi utiliser l'un plutôt que l'autre? Et finalement, qu'est-ce que c'est que cette énergie potentielle? On revient à cette question que l'on n'arrive pas à définir vraiment. On arrive à la définir sous forme mathématique. Mathématiquement, on sait calculer l'énergie potentielle, on sait la définir, mais quelle est la nature de cette énergie potentielle? C'est loin d'être évident. C'est loin d'être simple. Alors, si on veut utiliser le théorème de conservation de l'énergie, et ça on sait qu'il marche parce que ça on le vérifie en permanence, il faut ce concept d'énergie potentielle. Il est absolument nécessaire. Dans toutes les expériences, électricité, mécanique ou autre, l'énergie potentielle est absolument indispensable au calcul. Le problème de cette énergie potentielle, c'est ce stockage d'énergie. Pourquoi la nature stockerait-elle de l'énergie sous forme potentielle, sous forme non utilisée mais possible, une espèce de réserve? Pourquoi la nature pourrait-elle faire un stock d'énergie au cas où? Au cas où quoi d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, mais qu'est-ce que c'est que cette réserve d'énergie? Quelle est la nature réelle, profonde de cette énergie potentielle? Donc ça, c'est la question de la nature de l'énergie. Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas simplement parce que l'énergie que l'on mesure, quand on mesure de l'énergie, quand on fait des calculs sur l'énergie, on fait des calculs surtout sur des différentes énergies. On ne fait jamais de calcul ni de mesure sur l'énergie totale. On fait toujours des mesures et des calculs ou des réflexions sur des différences d'énergie, entre un niveau de référence d'énergie et l'énergie qui se passe, qui évolue, par exemple. Quand on dit qu'une voiture a une certaine énergie, c'est par rapport à son mouvement, à son absence de mouvement, à son immobilité à un point donné. On va dire, la voiture, elle se déplace à une certaine vitesse, oui, mais c'est par rapport à quelqu'un d'autre. La voiture, elle va consommer une certaine quantité d'énergie, on va dire que c'est une énergie potentielle, ce font du carburant qui se trouve dans le réservoir. Oui, mais ce carburant, il est d'une quantité limitée parce que là, je sais effectivement définir une référence qui est le volume total de mon réservoir lorsque le réservoir est plein. Et là, je vais dire, c'est une référence. Mais maintenant, de dire, par exemple, que dans l'espace, un objet dans l'espace, il a une certaine énergie totale, oui, c'est quoi son énergie totale? C'est son énergie cinétique. Une fusée, par exemple, elle se déplace dans l'espace, elle a une certaine énergie cinétique. Énergie cinétique par rapport à qui? Par rapport à nous? Par rapport à la planète qui la voit passer à côté d'elle? Par rapport à une météorite qui se déplace dans l'espace? Qu'est-ce que ça veut dire une énergie cinétique dans le vide lorsqu'on est dans l'espace? Ou prenez la mission Rosetta, par exemple. La mission Rosetta, le satellite, lorsqu'il est arrivé à proximité de la comète, il a cherché à se mettre en orbite autour. Donc pour ça, il fallait d'abord qu'il acquiert une vitesse qui était exactement similaire à celle de la comète. Donc autrement dit, la comète pour lui avait une énergie cinétique nulle. C'était la référence. C'était la référence par rapport à Rosetta. Pourquoi? Parce que pour envoyer Philae, le petit module là, qui est descendu en chute libre, parce que c'était vraiment de la chute libre, on lui a donné une petite impulsion, une petite pichenette au départ, et ensuite il a filé tout droit vers la comète. Mais pour faire cette opération-là, il fallait bien qu'effectivement Rosetta et la comète soient en différentiel de vitesse nul. Parce que sinon, quand on envoie une pichenette, il serait passé à côté, forcément.
Donc, ils se sont calés à vitesse identique. Ensuite, ils ont libéré Philae, petite pichenette, et Philae est allé se poser sur la surface de la comète. Et sur la surface de la comète, à ce moment-là, ce que voyait Rosetta, c'est simplement Philae qui s'éloignait à quelques mètres secondes de vitesse, une vitesse très, très réduite, vers la comète. Alors qu'en fait, il se déplaçait à quelques dizaines de kilomètres secondes. Mais comme les deux se déplaçaient à 10, on va dire 10 km secondes, peu importe, la valeur absolue était peu importante, mais elles se déplaçaient par rapport de 10 km secondes par rapport à qui? Par rapport à nous, observateurs terrestres. Nous, on voyait effectivement Rosetta et la comète se déplacer à 10 km secondes. Mais pour eux, ils ne se déplaçaient pas. Moi, je ne me déplace pas par rapport à la Terre, vous non plus. Et pourtant, la Terre et nous, on se déplace. Et on se déplace à la même vitesse, puisqu'on est assis, on ne bouge pas par rapport à la Terre. Donc, cette notion d'énergie cinétique, c'est quoi? Est-ce que c'est réel, l'énergie cinétique? Ou est-ce que c'est simplement conventionnel? Ou est-ce que c'est simplement lié au fait qu'un corps se déplaçant dans le vide, encore une fois, c'est le vide qui va assurer le transport de l'énergie? Si un météorite rencontre une planète, il arrive à une certaine vitesse, il fait un choc, il fait un cratère, donc il fait des dégâts. Donc, c'est bien un apport d'énergie. Mais quand on dit que cette énergie vient de l'énergie cinétique, qu'est-ce que l'on dit vraiment? On dit que l'objet arrive avec une certaine vitesse sur nous. D'accord? Il est avec une certaine vitesse. Mais son énergie, il la prend d'où? Cet astéroïde, il arrive vers nous à une vitesse que nous mesurons. Mais deux astéroïdes qui arrivent en même temps, pour le deuxième astéroïde, le premier ne se déplace pas. C'est la Terre qui se déplace vers lui. Ah oui. Donc, c'est la Terre l'agresseur pour lui. Je parle de ça parce qu'on est en plein conflit en Ukraine. Les notions d'agresseur, ça devient finalement très relatif. Mais cette énergie cinétique, c'est quoi cette énergie cinétique? Lorsque l'astéroïde s'écrase sur le sol, ce n'est pas le corps lui-même, l'astéroïde, qui avait l'énergie. En lui-même, il n'avait pas d'énergie supplémentaire. C'est un corps qui était formé de cailloux, de glace, enfin, bref, de beaucoup de choses. C'est sa vitesse. Mais sa vitesse, c'est quoi? Sa vitesse n'est définie, n'a de réalité que par rapport à l'espace et au temps. Et à l'espace-temps. Et l'espace. La fluctuation quantique initiale d'une énergie. Il y a un potentiel d'énergie initial. Nous naviguons dans un potentiel total. Et ce que nous regardons comme énergie cinétique, c'est une infime variation dans le temps d'une énergie qui évolue à partir du temps zéro. Alors, c'est vrai que l'énergie cinétique et que l'énergie globale, ce n'est qu'une variation par rapport à ce que l'on observe. Oui, mais ce que je voudrais vous faire sentir, c'est la difficulté de comprendre le dégât que cause l'astéroïde. Parce que le dégât, l'astéroïde, quand il arrive sur le sol, il crée un trou. On va dire, il fait un trou. Il fait un trou, donc il déplace de la Terre. Et pour ça, il libère de l'énergie pour déplacer de cette Terre. Cette Terre ne bougerait pas s'il n'y avait pas d'apport d'énergie. Cette énergie en lui-même, on dit que c'est l'énergie cinétique. Mais cette énergie cinétique, elle est reliée à la masse. Un corps qui n'aurait pas de masse, même s'il avait une vitesse extraordinairement rapide, il ne créerait pas de dégâts. Or, ça crée des dégâts. Et si on prend les photons, par exemple, les photons, ils n'ont pas de masse. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas de masse. Pourtant, quand ils vous arrivent sur la peau, ils vous brûlent. Parce que le bronzage, ce n'est rien d'autre que le fait que votre peau est brûlée. Ce n'est que ça. D'où vient cette énergie du photon? Cette énergie du photon, elle ne vient pas du photon lui-même.
Il n'a pas de masse. Donc, a priori, son énergie cinétique est nulle. Ça ne vient pas d'énergie potentielle puisqu'il n'a pas d'énergie potentielle particulière. Et pourtant, il transporte de l'énergie. Cette énergie, c'est dû à l'onde accompagnatrice qui fait fluctuer l'énergie du vide. Et en fait, c'est le vide qui est situé à votre peau qui, sous l'effet de cette perturbation électromagnétique, va créer des fluctuations quantiques qui vont vous brûler le derme. Donc, ce qui veut dire que l'énergie cinétique dans un corps non massique, ce n'est pas lié à la vitesse, c'est lié aux fluctuations du vide à l'arrivée sur votre peau. Maintenant, la question que je pose, sur laquelle je n'ai pas la réponse, c'est quelle est la différence par rapport à un objet massique? Un objet massique, si on se réfère aux théories actuelles, la masse, ce n'est que de la matière qui se trouverait en mouvement, c'est-à-dire que c'est un volume de vide, on va dire, un volume de vide, un volume d'espace-temps replié sur lui-même et qui se met à tourner, enfin, tourner entre guillemets sur lui-même. Disons qu'il est animé d'une vitesse, d'une dynamique donnée. Ce qui voudrait dire que l'énergie cinétique, ce serait encore que le résultat de cette énergie qui se mettrait à être animée d'une dynamique très forte qui arriverait sur vous. Et l'énergie, ça serait ça, uniquement. Ce serait dû à cette perturbation du vide, mais sous forme à ce moment-là assez localisée, de dynamique du vide qui vous arrive dessus. Et qui vous arrive dessus à une certaine vitesse. Et à ce moment-là, effectivement, cette vitesse amplifierait la vitesse propre de ce mouvement du vide. Mais ce n'est pas prouvé, ça. Ce sont des réflexions simplement comme ça. Des réflexions que se font un certain nombre de physiciens sur leur bureau, sur le plan de travail, et fort peu ont été publiés actuellement. Il y en a quelques-uns qui ont été publiés, mais très peu. Donc, ce qui veut dire que pour l'énergie potentielle, il faut absolument une échelle de mesure. Est-ce qu'on peut définir une échelle potentielle d'énergie potentielle absolue? Non. Non, parce qu'on est bien incapable, on ne connaît pas la réalité de l'univers, on ne connaît pas la réalité du monde, donc on n'est pas capable. Par contre, une énergie potentielle avec une référence conventionnelle, arbitraire, oui, bien sûr. Par exemple, le barrage d'eau, on sait très bien qu'on va définir le niveau zéro de l'énergie potentielle, le bas du barrage, là l'endroit où l'eau va descendre au maximum, elle ne pourra pas descendre plus bas que ça pour être utile. Donc, on va dire qu'effectivement, l'énergie potentielle du barrage, c'est la hauteur de ce barrage, la hauteur du niveau d'eau par rapport au sol en bas. Donc, ça, c'est clair. Mais, bon, là, je reviens dessus pour le vide. Le vide, on peut le considérer comme un océan. C'est un peu l'idée de la nappe qui se déforme, effectivement, que l'on trouve dans tous les manuels. Mais ça ne veut rien dire. Parce que le vide, il n'a pas de haut, de bas, de fond, il n'a pas de surface. Cette notion-là ne s'applique pas à nous, ou du moins, nous, on n'est pas capable de la concevoir. On n'est pas capable de concevoir une surface de l'énergie du vide et un fond de l'énergie du vide. Ça n'a pas de sens pour nous dans notre espace tridimensionnel. Toutes les dimensions d'un espace se valent, que ce soit le haut, le bas, la largeur, la hauteur, c'est pareil. Il n'y a pas de sens dans l'espace. La façon de se rendre compte, d'ailleurs, c'est de se dire que nous, on est au-dessus de la Terre, mais ceux qui sont en dessous ont la tête en bas. Enfin, c'était l'exercice que se faisaient les anciens en disant mais comment des gens peuvent-ils vivre plus bas sur Terre puisqu'ils ont la tête en bas, c'est pas possible. Bah si, mais ça n'a rien à voir parce que la distance dans la direction dans l'espace n'a pas de sens particulier, il n'y a pas de direction privilégiée, il n'y a pas un haut absolu dans l'espace et un bas absolu, ça n'existe pas.
Donc, effectivement, on revient sur l'énergie de masse E égale mc2, la fameuse équation d'Einstein, qui dit que la matière, c'est de la masse, c'est de l'énergie, et c'est de l'énergie gelée. Donc, Einstein lui-même le définit comme une énergie potentielle. Il dit E égale mc2, la masse est une énergie potentielle stockée dans les corps et qu'il ne faut mieux pas libérer. Bon, il changera un peu d'avis avec sa recommandation de développer l'arme atomique, mais sur lequel il reviendra après en disant que c'était une des erreurs de sa vie qu'il n'aurait jamais dû faire libérer l'atome. Mais bon. Le fait est, c'est qu'effectivement, la masse, on peut la considérer comme de l'énergie mise en réserve. Mais mise en réserve par rapport à quoi? Même chose. Entre masse et matière, quelle différence y a-t-il? Pour les physiciens modernes, la différence entre masse et matière, c'est que matière, ce serait un certain volume de vide, mais qui serait simplement avec un mouvement chaotique, alors que la masse, ce serait avec un mouvement ordonné, sans préciser quel type de mouvement il s'agit. Ça serait à peu près ça. C'est ce que pensent les physiciens les plus avancés actuellement. Mais ça ne résout rien. Parce que même si on dit ça, qu'est-ce que c'est que la masse en tant qu'énergie potentielle? Comment définir la masse en tant qu'énergie potentielle? On ne sait pas. On n'a pas de réponse sur la question. Oui, c'est une forme d'énergie potentielle, des énergies stockées que l'on peut utiliser, par exemple, dans les réacteurs nucléaires. Dans les centrales nucléaires, on utilise une petite partie, une infime partie de cette réserve d'énergie stockée sous forme de masse. Comment on l'utilise? Bien, simplement parce que dans les noyaux, si vous prenez par exemple le noyau d'hélium, vous avez 2 protons et 2 neutrons. Et si vous prenez 2 protons séparés et 2 neutrons séparés, bien distincts les uns des autres, vous mesurez leur masse, vous faites E égale mc2, vous additionnez les 4 et vous avez l'énergie totale qui pourrait être disponible. Et en fait, quand vous mesurez un atome d'hélium, sa masse globale est un tout petit peu plus petite. Et cet écart de masse, c'est dû à la cohésion du noyau qui assure qu'effectivement les 2 protons et les 2 neutrons restent bien collés ensemble. Et c'est cette énergie-là que vous mettez en œuvre dans les réactions nucléaires. Simplement, lorsque vous mettez par exemple de l'hydrogène pour faire de l'hélium, et bien, quand vous passez de l'hydrogène à l'hélium, vous libérez une petite quantité d'énergie de masse, une petite différentielle de masse. Ce n'est pas beaucoup, mais multiplié par le nombre d'atomes, ça commence à faire beaucoup. Et là, ça fait des explosions thermonucléaires qui, là, sont vraiment beaucoup d'énergie. Enfin, beaucoup d'énergie par rapport à nous. Par rapport à l'espace, c'est rien du tout, mais par rapport à nous, c'est beaucoup. Donc, c'est simplement ces défauts de masse. Et ces défauts de masse, c'est quoi? C'est simplement, probablement, une dynamique qui change entre les atomes lorsqu'ils sont collés sous forme de noyau. Alors, même chose, pourquoi cette forme particulière? Pourquoi le Big Bang a-t-il donné une forme particulière de stockage d'énergie? On peut se poser la question, mais qui n'est plus de la physique. On a quitté le domaine de la physique, c'est le domaine de la philosophie. Pourquoi, s'il y a effectivement eu un Big Bang, pourquoi de l'énergie s'est-elle stockée sous forme de particules? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il y a un sens à ce que la matière soit apparue dans le Big Bang? Est-ce que la matière était une conséquence nécessaire du Big Bang? Est-ce qu'on peut concevoir des Big Bang, des univers qui existeraient par rapport aux nôtres, d'autres univers qui existeraient dans lesquels il n'y aurait pas de matière, mais il y aurait autre chose? La question est posée, c'est la question du multivers. Mais a priori, la réponse des physiciens, c'est de dire s'il y a un multivers, il y a une infinité d'univers, et à ce moment-là, toutes les solutions sont possibles, tous les types d'univers sont possibles statistiquement, et pourquoi pas un univers sans matière? Un univers avec que de l'énergie pure, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Donc, tout est envisageable.
Et à ce moment-là, on parle de quantité d'univers qui sont 10 puissance 500, puissance 100. Donc là, on arrive à des quantités d'univers qui sont effectivement extraordinaires. Mais bon, c'est de la spéculation complète aujourd'hui. Alors, il y a autre chose qui est intéressante à noter, toujours dans le cas et en périphérie de cette énergie potentielle, c'est par exemple ce qu'on appelle le phénomène de rétroaction électromagnétique. Alors, c'est quoi? On va considérer un jet d'électrons accéléré. C'est-à-dire que là, vous mettez des électrons et vous les accélérez entre deux plaques métalliques avec un petit trou au milieu, et vous mettez ces deux plaques avec une différence de potentiel. Et les électrons, lorsqu'ils rentrent à l'intérieur, ils sont soumis à une force électrique, et cette force électrique va accélérer ces électrons. Bon, ça, on sait faire, c'est assez facile, c'est le tube cathodique, c'est le départ du tube cathodique. Et lorsque vous accélérez des électrons, vous créez un champ magnétique, parce que le champ électrique créé par les électrons devient variable, donc vous créez un champ magnétique. Donc vous créez un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique qui va être créé va avoir une rétroaction sur les électrons eux-mêmes en agissant sur les électrons. Et en agissant sur les électrons, il va les freiner. C'est-à-dire que plus vous accélérez les électrons, plus vous allez créer une rétroaction de freinage, un peu similaire à une forme d'inertie. Et cette rétroaction, c'est quoi? Ce champ électromagnétique, c'est une perturbation du vide. Et c'est cette perturbation du vide qui va avoir tendance à s'opposer à l'accélération de ces électrons. Mais sauf que vous ne l'utilisez pas cette fois-ci comme perturbation du vide, vous utilisez le biais du champ électrique et du champ magnétique qui sont créés pour calculer la force de freinage qui va être induite sur les électrons. Mais vous pouvez faire le calcul aussi avec les perturbations du vide, vous obtiendrez le même résultat, ça ne changera rien. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué dans ce sens-là. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, cette rétroaction bien connue sur les jets électroniques accélérés, elle ne peut se faire que parce qu'il y a ce champ électromagnétique qui est créé et donc perturbation du vide. Donc, autrement dit, là encore, il va y avoir rétroaction parce que effectivement, l'accélération de particules comme les électrons dans le vide va provoquer une force d'inertie, une espèce d'inertie du vide qui va avoir tendance à freiner effectivement toutes ces particules chargées. Autrement dit, ces particules chargées, ce vide, agit comme une énergie potentielle de freinage de ces accélérations de particules. Et si on fait le calcul par le champ électromagnétique, c'est-à-dire on calcule le champ électrique accéléré, le champ magnétique dans ce mouvement accéléré d'électrons, qu'on calcule l'action de ces champs électriques et magnétiques sur les particules qui elles-mêmes sont en déplacement, on arrive à quoi? On arrive à un bilan d'énergie qui est une énergie transférée du vide pour un freinage de ces électrons. Autrement dit, vous produisez une énergie suffisante au départ pour émettre des électrons, vous créez une différence de potentiel pour les accélérer, donc vous dépensez de l'énergie, mais cette énergie, elle est utilisée par le vide pour freiner ces électrons. Et le bilan global reste une énergie totale qui a une variation globale nulle si vous prenez tout en compte. Mais là, vous avez une expérience réelle qui vous montre de façon réelle et concrète l'interaction du vide, l'opposition du vide à tout changement. L'opposition du vide à tout changement, oui. Mais n'oubliez pas, on l'a vu dans les précédentes conférences, c'est que si tout est immobile, en relativité restreinte comme générale d'ailleurs, le module, la longueur de vecteur vitesse de tout corps, c'est toujours
la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si vous êtes immobile, vous vous déplacez à la vitesse de la lumière quand même. Nous sommes immobiles. Moi aussi. Nous nous déplaçons tous à la vitesse de la lumière. Si je me déplace à une certaine vitesse, mon vecteur vitesse, la longueur du vecteur vitesse, il sera toujours égal à la vitesse de la lumière, mais comme j'ai une vitesse apparente non nulle, à ce moment-là, effectivement, ça veut dire que mon vecteur vitesse, quand il se projette avec une toute petite ombre, et cette petite ombre, c'est ma vitesse apparente. Mais en fait, nous nous déplaçons tous vers avec un vecteur vitesse égal à celui de la lumière. Et chose encore plus extraordinaire, c'est que la théorie de la relativité vous donne cette vitesse qui est orthogonale à toutes les directions. X, Y, Z. Longueur, largeur, hauteur. C'est qu'on se déplace tous avec la vitesse de la lumière dans une direction qui est orthogonale, qui n'est ni la longueur, ni la largeur, ni la hauteur. C'est laquelle dimension? C'est la direction temporelle. C'est-à-dire qu'on se déplacerait tous à la vitesse de la lumière dans une direction qui est la direction du temps. Et on ne ressent aucun effet. Je me sens pas mal de me déplacer à la vitesse de la lumière dans la direction temporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'en a la moindre idée. Tout ce calcul-là a été noté dans l'article de 1905 d'Einstein, revu, repensé et réécrit maintes fois par Einstein jusqu'en 1920, sans pouvoir expliquer quoi que ce soit. On constate que si la théorie de la relativité est exacte, je dis bien si elle est exacte, nous nous déplaçons tous à la vitesse de la lumière. Et la vitesse apparente n'est simplement que la projection du vecteur vitesse. C'est-à-dire que, je n'ai pas de crayon ici, mais on va prendre ça, ça fera l'affaire. Si ça est le vecteur vitesse de tout objet, et si on réduit l'espace à 2 dimensions, pour quelqu'un qui est immobile, le vecteur vitesse, il est orthogonal par rapport au plan. C'est-à-dire que sa projection, elle est nulle. Mais dès que l'objet sur le plan de travail se déplace, à ce moment-là, le vecteur vitesse est légèrement incliné et la projection donne une ombre qui est la vecteur vitesse que l'on observe effectivement dans notre espace tridimensionnel. Mais pourquoi se déplace-t-on tous à la vitesse de la lumière? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a même simplement une signification? On ne sait pas. Est-ce que la relativité est une théorie aboutie? Probablement pas. Pas plus que celle de Newton et pas plus que celle d'Aristote avant. On est certainement encore dans l'erreur, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui est faux? On n'en a aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'effectivement on se déplace à la vitesse de la lumière? Ça ne veut rien dire, parce que c'est impossible. Normalement, un corps massif ne peut pas se déplacer à la vitesse de la lumière. Ça, c'est la théorie d'Einstein. Or, le vecteur vitesse est égal en longueur toujours à la vitesse de la lumière. Quel que soit l'objet, quelle que soit la situation, quelle que soit sa dynamique, il a toujours une longueur qui est égale à c. Toujours. C'est un calcul très très simple, je pourrais vous le refaire, mais ce n'est pas le lieu ici, on ne va pas faire de mathématiques ici, mais c'est très très simple à faire. C'est la définition de l'humilité de l'homme. Alors, est-ce que c'est la définition de l'humilité de l'homme? Je vous laisse la responsabilité de ce propos. C'est peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais effectivement, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, là, on vient de parler de l'énergie potentielle, on vient de parler de l'énergie cinétique, et on se rend compte qu'en fait, c'est des choses dont on parle tout le temps. L'énergie cinétique, c'est connu de tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas fait de sciences, tout le monde sait ça. L'énergie potentielle, les piles électriques, tout le monde connaît ça. Et en fait, on vient de se rendre compte que, en fait, on ne savait pas. On utilise des choses qu'on ne connaît pas. On parle de choses, on utilise des mots
des définitions pour lesquelles on n'a pas réfléchi vraiment sur ce sens de ces mots. Bon, là, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas tout à fait terminé, mais ce n'est pas grave, vous aurez les transparents. Derrière, c'est des exemples qui sont donnés, donc c'est un complément, c'est très bien. Mais vous voyez que là encore, la réalité du monde, si on discute un petit peu, si on essaie de réfléchir vraiment à la nature du monde et comment on évolue dans ce monde, je ne dirais pas pourquoi on évolue dans ce monde, ça je ne sais pas y répondre du tout à cette question-là, mais comment on évolue dans ce monde, on évolue d'une manière qui n'est pas celle que l'on pense. Si on réfléchit un petit peu aux choses, tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on croit percevoir, tout ce que l'on croit comprendre n'est en fait qu'une sombre illusion, une immense illusion. On perçoit bien des choses, mais on ne se les représente pas normalement. Alors, est-ce que dans le même ordre d'idées, on ne fait pas une erreur en pensant que notre objectif dans la vie est celui que l'on se définit à titre personnel? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de réfléchir un petit peu plus à nos priorités, je vais dire, et à nos façons de concevoir les choses? Je ne sais pas, je terminerai là-dessus. Voilà, je m'arrête là.